Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de ce dimanche 13 janvier. Voici les titres. Le ministre des Affaires étrangères fait le bilan de la présidence de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité de l'ONU. Mandat assuré tout le mois de décembre 2018. Il a été marqué par 4 débats de haut niveau, 5 résolutions adoptées, 3 déclarations présidentielles actées. Nous vous proposerons un extrait de son interview accordée à RTI. La jeunesse ivoirienne au centre du nouveau pacte social, c'est le thème des États généraux de la jeunesse qui viennent de se tenir à Abidjan. Le ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes s'engage à mettre en exécution les recommandations des jeunes, notamment l'augmentation de la capacité de financement des projets jeunes. La Côte d'Ivoire et le Mali s'engagent à travailler ensemble pour une cohabitation pacifique à leurs frontières. Des représentants des deux pays se sont retrouvés à Tengrela pour échanger. Les délégations maliennes et ivoiriennes, constituées entre autres d'autorités administratives, ont arrêté des actions pour prévenir les conflits frontaliers entre les deux pays. Au Gabon, le nouveau gouvernement a été rendu public la nuit dernière. Le nouveau Premier ministre a publié son équipe via une vidéo enregistrée depuis le Maroc. C'est une équipe de 38 membres contre 41 ministres dans le gouvernement sortant. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La Côte d'Ivoire a présidé le Conseil de sécurité de l'ONU tout le mois de décembre 2018. Mais quel bilan dressé à l'issue de ce mandat? Élément de réponse tout de suite. Le mandat de la Côte d'Ivoire à la tête du Conseil de sécurité de l'ONU en décembre dernier a été marqué par 4 débats de haut niveau, 5 résolutions adoptées et 3 déclarations présidentielles actées. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères a dressé le bilan de cette présidence dans une interview réalisée par Michel Digré, chef du service politique et actualité internationale de RTI 1. Je vous propose un extrait de cet entretien. Présider le Conseil de sécurité, c'est très important parce qu'il y a un certain nombre de thématiques sur la table. Le premier débat de haut niveau, qu'on appelle le débat présidentiel, que son Excellence le Président de la République a présidé le 5 décembre, a posé le problème suivant. L'importance du lien entre la sortie de crise réussie et le développement économique et social. Vous savez que l'ONUCI est ce qu'on appelle maintenant dans le système des Nations Unies une success story. C'est l'une des rares missions des Nations Unies qui est fermée. Si vous prenez un pays comme la RDC, ça fait 54 ans à peu près que la RDC a une mission des Nations Unies. Celle de Côte d'Ivoire a fermé au bout de 13 ans. Ça paraît long, mais quand vous comparez à celle de la RDC, c'est un succès et elle a fermé. Beaucoup de gens étaient sceptiques sur la capacité de la Côte d'Ivoire à se substituer aux Nations Unies, aussi bien à la police des Nations Unies qu'à la mission d'une manière générale. Mais ça s'est fait et ça se fait dans de très bonnes conditions. La paix et la sécurité règnent dans notre pays et c'est cette expérience que le président a voulu partager avec le monde. Alors, l'un des principes majeurs auxquels vous teniez au cours de cette présidence, c'était la recherche de la paix. Seulement par le dialogue, est-ce que ce principe a été respecté tout au long de ce mois? Mais vous savez, nous, on a reçu un vaccin de Fauboigny. C'est le dialogue au service de la paix. On a toujours été dans cette posture. Ça nous a parfois provoqué quelques inimitiés. Mais le président de la République a été ferme. Il m'a dit, Marcel, toute résolution qui peut déboucher sur un conflit ou encourager des belligérances, on ne s'y associe pas. En définitive, êtes-vous satisfait de la présidence de la Côte d'Ivoire pour ce mois de décembre-là? Préparer une présidence d'un pays, le Conseil de sécurité, c'est pas facile. Ça a été une expérience haletante, intéressante. Je crois qu'on a réussi. Je le dis à cause des retours que nous avons. Des membres permanents et non permanents qui nous ont félicités. Des pays membres de l'Organisation des Nations Unies, beaucoup nous ont félicités. Et j'ai donné des éléments objectifs. Je vous dis, la moyenne de résolution par mois de présidence, c'est 4,5 quand on fait une moyenne. On a fait adopter 5 résolutions, dont 3 à l'unanimité, 2 par consensus. Disons que moi, je suis à la tête d'une équipe. C'est toujours un travail d'équipe. Et c'est vrai que j'ai été très honoré que le président, à 2 reprises,
je crois, face aux diplomates d'abord, et puis ensuite face aux hommes d'affaires, nous ait félicités. Voilà, et l'intégralité de cette interview vous sera proposée demain lundi sur les antennes de RTI 1. Les jeunes ont fait des recommandations pour leur épanouissement aux États généraux de la jeunesse qui ont refermé leurs portes vendredi dernier. Le ministère de la Promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, initiateur de cette rencontre, s'engage à mettre en exécution les recommandations. Il s'agit entre autres de l'augmentation de la capacité de financement des projets jeunes, la mise en place d'un conseil consultatif de la jeunesse et la réhabilitation, la construction des structures socio-éducatives. Ouattara de Walter. Estimés à plus de 8 millions, les jeunes de 15 à 34 ans révolus représentent 35% de la population ivoirienne. Cette importante frange reste confrontée à diverses difficultés liées, entre autres, à l'éducation, à la santé, à l'accès à un emploi décent. Au-delà de ces difficultés, les jeunes sont exposés à des fléaux sociaux tels que la consommation de l'alcool et de la drogue, ainsi que les comportements sexuels à risque, les grossesses précoces ou non désirées, les IST et le VIH-Sida. Selon les travaux de cette présente rencontre, l'éradication de ces fléaux ne peut être le fruit des seules actions du gouvernement et ses partenaires, ce qui nécessite un changement de mentalité des Ivoiriens en général et des jeunes en particulier. C'est dans cette optique que le ministère de la Promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a initié les États généraux de la jeunesse, tenus au Palais de la Culture de Treichville. 3 jours d'échanges relatifs aux contributions des jeunes pour l'amélioration de l'efficacité des politiques et initiatives menées en faveur de la jeunesse. Les jeunes se sont souvent plaints de ne pas avoir de tribune pour s'exprimer. Aujourd'hui, ils ont pu s'exprimer. Ils ont pu définir avec des experts leur propre avenir, apporter des réponses à certaines préoccupations. La voix des jeunes a été donc entendue au cours de ces États généraux. Il nous revient de donner une réponse concrète. Des motions de soutien et des recommandations faites par des jeunes des temps forts de cette cérémonie de clôture. Assurons à son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, notre entière disponibilité à l'accompagner sur tous les chantiers de construction de la nation ivoirienne. À l'issue des travaux, les recommandations suivantes ont été formulées. La relance de la carte jeune permettant aux jeunes de bénéficier d'avantages et de services préférentiels. L'octroi de subventions pérennes aux organisations de jeunesse sur la base de modalités d'accès inclusives et de gestion transparente. Représentant le chef du gouvernement, le ministre du Tourisme et des Loisirs s'est engagé à transmettre les recommandations au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Relativement à l'emploi et à l'insertion professionnelle durable des jeunes, je me réjouis des recommandations pertinentes qui ont été formulées et qui constituent, à mon sens, des véritables outils d'aide à la décision, entre autres l'organisation d'un conseil présidentiel annuel sur l'emploi et l'insertion professionnelle des jeunes. Je prends l'engagement de rendre fidèlement compte à Monsieur le Premier ministre. La jeunesse ivoirienne au centre du nouveau pacte social, tel était le thème de ces États généraux de la jeunesse qui a réuni 300 délégués de jeunes issus des 4 coins du pays et de la diaspora. Plusieurs délégations étrangères venues du Maroc, du Mali, du Sénégal. Et justement, le social est au cœur de l'action gouvernementale. Mais quelle stratégie, quel plan pour 2019? Le sujet a été débattu dans le magazine du dimanche au journal de 13h, présenté par Hamza Diaby. Il avait comme invité le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Sidi Touré. Il a déroulé sur le plateau le plan social du gouvernement. Voyons un extrait. Le cadre global de travail du gouvernement, c'est le PND 2016-2020. Dans son opérationnalisation, il y a eu des succès qu'il faut quand même relever du point de vue social. Ces succès portent pour la substance sur la baisse du taux de pauvreté de 51% à 46%. Vous avez aussi la couverture maladie universelle. Vous avez les filets sociaux, etc., etc. Mais tous ces différents succès ont besoin d'être modérés à la lumière de l'écoute des populations,
modéré relativement à quelques difficultés constatées sur le terrain, en l'occurrence le manque d'enseignants dans certaines localités. Vous avez aussi les difficultés d'accès à l'eau potable, etc., etc. Donc c'est tout cela qui a mené à la formulation de ce programme social du gouvernement qui, dans son développement, va adresser 5 axes stratégiques. La santé pour tous, l'éducation pour tous, l'adressage de la problématique de l'autonomisation des femmes et des jeunes, le bien-être social des populations en milieu rural et l'adressage de la pauvreté de façon générale. Et donc, toutes ces différentes stratégies, dans le cadre du PS Gouv, permettront d'impacter directement et durablement les populations. Ce programme social du gouvernement a une gouvernance qui est assurée par un comité de pilotage dans lequel se retrouvent certes l'administration, la société civile, mais aussi les partenaires techniques et financiers. Le secrétariat de ce comité est assuré par le ministère du Plan et du Développement qui en assurera le suivi et évaluation. Mais ce qu'il est important de relever, c'est que pour être certain que l'impact sera effectif, nous serons très attentifs. Le Premier ministre Amadou Coulibaly sera très attentif quant à l'évolution des différents indicateurs de pauvreté, les indicateurs de développement, de l'indice de développement humain, mais aussi quant à savoir combien de cartes relativement à l'assurance maladie universelle ont été distribuées. Autant d'éléments très pratiques qui nous permettront d'évaluer, de suivre concrètement l'impact des mesures prises sur la population. Un autre membre du gouvernement, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, dévoile ses ambitions aux différents chefs de commandement. Ces derniers, venus lui exprimer le vœu de Nouvel An, ont salué toutes les initiatives entreprises au profit de l'armée ivoirienne. Le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, les a tous invités à faire de l'armée un instrument au service de la population. Konaté Moussa. Les chefs de commandement de l'armée saluent les actions du gouvernement en faveur des forces armées. De nombreux efforts consentis pour leur permettre de bien mener la mission. À cette première rencontre de l'année, les responsables des forces armées de Côte d'Ivoire témoignent leur reconnaissance au ministre d'État, ministre de la Défense, pour son engagement à véhiculer une belle image de l'armée ivoirienne. Nos conditions de vie et de travail se sont nettement améliorées. Vous avez apaisé les cœurs, dissipé les angoisses des uns et des autres. Vous avez eu à prendre des mesures courageuses, parfois difficiles. Pour garantir cet équilibre, nous sommes sur la voie de la réussite et nous y parviendrons ensemble. Une nouvelle année, même engagement pour le ministre d'État Ahmed Bakayoko. L'armée doit demeurer républicaine et toujours être au service de la population. Une adresse au nouveau chef d'état-major général de l'armée, le général de division, Lassina Doumbia. Aujourd'hui, la stabilité, l'intégrité du territoire, la paix repose sur la posture de l'armée. Donc c'est pour vous dire à quel point le pays compte sur vous. C'est une responsabilité importante que vous soyez dans le rassembleur avec vos équipes, il y a une parfaite synergie avec les différents commandements pour que vraiment l'armée continue de faire la fierté du pays, que l'armée soit un atout pour le pays, que l'armée ne soit pas un problème. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a félicité les nouveaux promus au grade et au poste de commandement de l'armée. Nous sommes le 13 janvier aujourd'hui et depuis le premier jour de l'année 2019, vous êtes nombreux à adresser à vos proches des vœux de Nouvel An. C'est une coutume que vous observez, mais saviez-vous que la présentation des vœux, même si elle est appréciée, doit obéir à certaines règles. Alors comment et quand présenter ces vœux avec bienséance et surtout à qui les présenter? Avec Patricia Omouetia, notre reporter, voyons quelques propositions pour souhaiter une bonne année à votre entourage. Comme de coutume, chaque début d'année, tout le monde s'attelle à présenter les vœux à ses proches ou à une relation professionnelle. C'est une nouvelle année qui commence. Il faut attirer les bonnes ondes sur soi. Il faut attirer les bonnes ondes aussi sur les personnes que nous aimons. Espérer que le meilleur se passe pour eux, pour ces 365 jours à venir. Dans notre culture africaine, c'est important de
côtoyer son prochain et surtout de lui souhaiter le meilleur pour l'année qui va commencer. Jusqu'à quand peut-on présenter ses vœux? À qui doit-on les adresser? Jusqu'à février pour les dernières personnes qu'on n'a pas encore rencontrées. On le fait souvent en janvier, jusqu'au plus tard 15 janvier, c'est bon. Pour Dr Assouba Cabran, sociologue, les vœux se présentent aux personnes qui comptent et à celles à qui l'on veut marquer une attention particulière. Les vœux sont adressés à des personnes qui comptent pour nous, des personnes que nous connaissons. Voilà, d'un point de vue sociologique, on dira peut-être à des personnes qui appartiennent à nos réseaux d'amis, à nos réseaux familiaux, à nos réseaux professionnels. Voilà, les vœux sont présentés dans la période du mois de décembre, la fin du mois de décembre, jusqu'à la fin du mois de janvier. Et il est préférable de présenter les vœux dans la première quinzaine du mois de janvier. Coup de fil, accolade, SMS ou mail, toute forme de vœu est permis. Pour les vœux, j'envoie des SMS. Les 4, ça c'est aux parents. Mais pour la sociologue, à l'heure des nouvelles technologies, plus la personne est importante, plus on va privilégier la carte de vœux traditionnelle que la carte de vœux virtuelle reçue dans une boîte mail. N'attendez pas de recevoir les vœux de vos parents, grands-parents ou de votre patron pour y répondre, car c'est plutôt à vous de prendre l'initiative. Dans le monde de la politesse, c'est toujours la personne à qui l'on doit le respect qui reçoit en premier les vœux, explique la spécialiste du savoir-vivre. On peut envoyer les vœux sous forme de messages, sous forme de mail, de cartes postales aussi, mais ça peut être aussi des appels. En famille, il serait préférable que ce soit le moins âgé qui présente les vœux. Quel que soit finalement le moyen, il y a toutefois quelques règles. L'argent, c'est tabou. Il ne faut surtout pas dire à son interlocuteur qu'on espère qu'il gagnera beaucoup d'argent en 2019. Tout ce qui concerne l'argent ne se dit pas, rappelle-t-elle. Les vœux de bonne santé, eux, doivent se manier avec délicatesse. Ils ne se souhaitent qu'à des amis, des membres de la famille ou à des personnes âgées. Dans certains milieux mondains, on n'évoque pas la santé, car ça touche au corps et à l'intimité. Dans les messages, il faut éviter les modèles un peu génériques et standards à envoyer à tout le répertoire. Et il faut tenir compte, avant d'envoyer le message, il faut tenir compte des positions sociales de chaque individu, de la personne à qui le mail est adressé. Autrefois, il était de rigueur de rendre visite en personne aux gens à qui l'on souhaitait présenter ses vœux dès le matin du 1er janvier. Puis, les premières cartes illustrées sont apparues et l'usage s'est répandu jusqu'à nos jours avec l'apparition du numérique. Le meilleur mode sera celui qui répondra aux usages de vos destinataires et qui saura marquer les esprits. Bonne année 2019. Reportage réalisé par Patricia Omoetia. Et notez que vous avez encore quelques jours pour intégrer ces règles dans la présentation de vos vœux de nouvel an 2019, puisqu'il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Je vous propose maintenant un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Depuis quelques jours, suite à la mise en place d'une délégation spéciale dans la commune du Plateau, des interprétations tendancieuses visant à faire croire que cette mesure, ainsi que celle de la révocation de l'ex-maire Akossi Bengo, serait orientée contre des cadres d'une communauté ou d'un parti politique donné. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité tient à souligner, d'une part, que la révocation du maire Akossi Bengo constitue une sanction disciplinaire consécutive au fait de faux en écriture publique et de détournement de deniers publics portant sur plusieurs milliards de francs CFA au détriment de la collectivité territoriale ainsi que des populations de la commune du Plateau. Et d'autre part, que la suspension de l'installation du conseil municipal du Plateau demeure une mesure conservatoire devant permettre la manifestation de la vérité relativement à la plainte portée contre M. Ewo Jacques, l'un des conseillers municipaux élus, dont l'implication dans le dossier de détournement évoqué plus haut a été révélée par l'enquête. Tels sont les faits qui sont reprochés aux personnes citées ci-dessus et qui ne sont donc nullement visées en raison ni de leur origine ethnique ni de leur appartenance politique. Aussi, les décisions prises ne visent-elles que le respect de la loi et de l'intérêt général. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité rappelle que la diffusion de propos faisant peser de graves menaces sur la cohésion nationale et l'ordre public tels que constatés tombe sous le coup des dispositions du Code pénal.
Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité informe que ses services ont été instruits à l'effet de rechercher et appréhender les auteurs ainsi que les commanditaires de tels actes pour qu'ils en répondent devant les juridictions compétentes. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité tient à rassurer les populations que les dispositions idoines sont prises en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens. C'est signé du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité. Je vous propose un autre communiqué, élément du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Dans une déclaration à la presse en date du vendredi 11 janvier 2018, M. Oula Priva, député de la circonscription de Diouekoué, vice-président de l'Assemblée nationale, s'est prononcé au nom du bureau de l'Assemblée nationale sur la procédure pénale engagée contre M. Ewo Jacques, député de la circonscription du Plateau. Dans sa déclaration, M. Oula Priva a cru devoir faire un rappel sur l'existence de 3 pouvoirs, dont le pouvoir législatif qui agirait directement au nom du peuple de Côte d'Ivoire et non par procuration. Il a en outre indiqué qu'au-delà des budgets importants dont la Côte d'Ivoire s'est dotée, il était nettement mieux d'avoir une justice outillée qui réponde véritablement aux aspirations du peuple. Soutenant que les députés qui ont voté les dispositions légales discutées connaissent mieux que quiconque l'esprit et la lettre des différents articles de la Constitution, il a demandé d'arrêter d'en faire des interprétations inutiles. La déclaration de M. le député Oula Priva appelle les observations suivantes. Les parlementaires tiennent leur pouvoir de représentation nationale de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016, dont l'article 143 dispose que la justice est rendue sur toute l'étendue du territoire national au nom du peuple ivoirien par la Cour suprême, la Cour des comptes, les cours d'appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux administratifs et les chambres régionales des comptes. Il en résulte que relativement au pouvoir judiciaire, agir au nom du peuple n'est pas l'apanage du seul pouvoir législatif. 2. Le fait pour un député représentant de la nation de s'autoriser à jeter le discrédit sur un autre pouvoir constitutionnel est inacceptable et ne saurait être toléré, surtout lorsque les animateurs du pouvoir judiciaire ne font qu'appliquer les lois de la République conformément à la Constitution. C'est le lieu de rappeler qu'en vertu de l'article 140 alinéa 2 de la Constitution, le magistrat est protégé contre toute forme d'ingérence, de pression, d'intervention ou de menace ayant pour effet de nuire à l'accomplissement de sa mission. Il convient en conséquence d'appeler les uns et les autres, fussent-ils parlementaires, au respect de l'indépendance du pouvoir judiciaire, indépendance consacrée de façon non équivoque par la Constitution. La Constitution qui prévoit les pouvoirs et organise les rapports entre eux sépare très clairement la fonction de diction de la loi de celle de son application en confiant chacune de ces fonctions à des pouvoirs distincts. Au demeurant, être député d'une législature ne signifie pas qu'on a voté toutes les lois de la République et qu'on en connaît mieux que quiconque l'esprit et la lettre. Par ailleurs, s'agissant des dispositions prévues par la Constitution, notamment l'article 92, il convient de rappeler qu'elles ont été adoptées par référendum par le peuple de Côte d'Ivoire et non par le pouvoir législatif. L'interprétation de ces dispositions relève en conséquence de la compétence du Conseil constitutionnel prévue par la Constitution comme organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics. Cette interprétation ne relève donc pas du Parlement. Au total, la séparation des pouvoirs voulue par le peuple ivoirien et gravée dans le marbre de la Constitution a un sens que tous, à quelque niveau que l'on se situe, devraient se garder de dévoyer par des déclarations ou comportements inappropriés. Signé du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sanson Kambile. On parle maintenant de ce qui concentre l'actualité politique nationale en Côte d'Ivoire. Il s'agit justement du congrès du RHDP unifié, le congrès constitutif du RHDP. Et justement, les préparatifs s'accélèrent. Le président du comité d'organisation était récemment à Abobo. Il s'agit d'Adama Bictogo. Il a présidé la séance des congressistes et s'est entretenu avec les populations sur les enjeux du RHDP, parti unifié. On en sait plus avec nos reporters Laurence Achot et Herman Divi. La mobilisation autour du congrès constitutif du RHDP prévu le 26 janvier passe son plein. Les congressistes d'Abobo réunis en commission et après quelques amendements des textes adoptent le projet politique du RHDP. Un projet basé entre autres sur le processus électoral et le système de fonctionnement, les structures constituantes du RHDP.
Adama Bictogo, président du comité d'organisation du futur parti unifié et chef de délégation, a invité les populations abobolaises à répondre massivement à la grande messe des oufouettistes. Le RHDP, dans sa recherche permanente de concertation, de dialogue, a donc organisé des congrès éclatés, ce qui dénote notre volonté permanente d'enraciner la démocratie dans nos décisions, dans nos instances. Et donc ce pré-congrès aujourd'hui augure de ce que le 26 janvier, il y aura une grande mobilisation. On a en tout 45 délégations, 45 pré-congrès. Et il y aura la moitié des pré-congrès ce week-end et les autres pré-congrès auront lieu le 19 et le 20. Et enfin, le 26, nous aurons la grande messe de la Côte d'Ivoire rassemblée, la grande messe de la Côte d'Ivoire de l'Espoir, la grande messe du parti qui peut offrir aux Ivoiriens la paix et la stabilité, le parti qui peut offrir aux Ivoiriens le développement qui est déjà en marche avec le président Alassane Ouattara. Le lancement d'adhésion en ligne au RHDP sera effectif d'ici la semaine prochaine. Et à 2 semaines du congrès constitutif du RHDP, Konaté Sidiki, le président de la commission chargée de la mobilisation des mouvements et associations de soutien, est sur le terrain pour que justement tous les militants puissent se mobiliser pour le 26 janvier prochain. Notre objectif, c'est de mobiliser l'ensemble des mouvements de soutien pour que nous soyons nombreux et très nombreux au stade Félix Houphouët-Boigny. Faire le plein du stade Félix Houphouët-Boigny le temps du congrès constitutif du RHDP. C'est le défi lancé à l'ensemble des associations et mouvements de soutien au parti unifié. Pour y arriver, le ministre Konaté Sidiki, président de la commission chargée de la mobilisation de ces associations, a engagé chaque jeune à s'approprier les enjeux de ce congrès. C'est notre affaire à nous tous. Parce que la politique, on ne fait pas par procuration. Il s'agit d'abord de vous-même. Et la meilleure façon de montrer que vous êtes d'accord avec cette Côte d'Ivoire de paix, de développement, c'est d'adhérer massivement au RHDP à travers le rendez-vous du samedi 26. Les mouvements et associations de soutien au RHDP joueront pleinement leur partition pour la réussite de ce congrès. Les mouvements de soutien sont déjà dans la logique du parti unifié RHDP. Nous sommes d'accord avec la vision du président Alassane Ouattara et ce jour-là, il s'agira pour nous simplement d'aller à travers notre mobilisation, d'aller à travers l'ambiance qu'on connaît des mouvements de soutien, d'aller dire merci au président du RHDP Alassane Ouattara. La mobilisation des associations et mouvements de soutien au RHDP ne s'arrêtera pas au congrès. Konaté Sidiki entend définir une stratégie pour intensifier leurs actions jusqu'à la présidentielle de 2020. Et ce samedi 12 janvier au foyer des jeunes de Koumassi, les travaux du pré-congrès RHDP dans cette commune ont démarré. L'objectif est de préparer les bases du fonctionnement du RHDP unifié. Wongyo Telesoro, Herman Divé. Koumassi, place foyer des jeunes, c'est le lieu choisi par Ali Koulibaly, un des cadres du RHDP, pour officier les travaux du pré-congrès du RHDP dans cette localité. Des activités qui permettront d'asseoir la plateforme constitutive du RHDP unifié le 26 janvier prochain. Ce congrès constitutif fonde beaucoup d'attentes. Pourquoi le RHDP, au lieu de tous les partis qui existent, qui en sont les animateurs, autant de questions qui ont besoin d'être clarifiées pour que les Ivoiriens et les Ivoiriennes sachent à quoi s'en tenir. Face aux 200 congressistes statutaires, Ali Koulibaly délivre une orientation. C'est une démarche qui se fait partout sur tous les territoires. Nous sommes une formation démocratique et avant de franchir le pas, celui de transformer le RHDP en parti politique, il était important de venir à l'écoute de nos militantes et nos militants. 45 pré-congrès éclatés sur l'ensemble du territoire national. Environ 3000 militants du RHDP de la commune de Koumassi prendront part au congrès constitutif du RHDP.
Mojefigo, au mouvement des jeunes filles oufouettistes du Grand Ouest, fait son entrée sur la scène politique ivoirienne. Ce mouvement réunit les jeunes filles des régions du Guémon, du Cavali et du Tonkpi. Leur objectif, porter le message d'union, de paix et de rassemblement du RHDP, parti unifié. La correspondance d'Ève Bouy. Elles sont venues des régions du Cavali, du Guémon et du Tonkpi. Ces jeunes filles se disent prêtes à être les porte-voix du RHDP parti unifié dans tout le Grand Ouest. Le mouvement des jeunes filles oufouettistes du Grand Ouest, Mojefigo, est ainsi lancé en présence des élus et cadres du RHDP unifié des régions du Guémon, du Cavali et du Tonkpi. Le ministre Albert Touakus Mabri, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly au patron, a exhorté ces jeunes filles à ne pas se démarquer du leitmotiv des partisans du RHDP, à savoir la promotion de la culture de paix. Être oufouettiste, c'est être rassembleur, c'est-à-dire mettre les gens ensemble. Être oufouettiste, c'est être des hommes de paix et de réconciliation. Quant à la marraine Nassene Batouré, épouse Diané, elle a recommandé à ses filles de s'armer de beaucoup de persévérance afin de relever les défis. L'engagement est difficile. L'engagement demande de l'abnégation, ça demande de la détermination, ça demande du courage. Et cela va aboutir sur votre autonomie. Soyez inclusive. Ouvrez-vous aux autres. En retour, les jeunes filles oufouettistes ont promis investir tous les hameaux reculés du Grand Ouest pour porter le message d'union, de paix et de rassemblement prôné par le RHDP parti unifié qui tiendra son congrès constitutif le 26 janvier prochain. La Côte d'Ivoire et le Mali s'engagent à une cohabitation pacifique à leurs frontières. Une délégation malienne composée d'administrateurs, d'élus et chefs coutumiers ont tenu une réunion à Tengrela, ici en Côte d'Ivoire. Ce sont les autorités du cercle de Kolengueba au Mali. Elles ont échangé avec les autorités locales de Tengrela pour prévenir les conflits frontaliers entre les deux peuples ivoiriens et maliens. Le reportage d'Ami Sissoko dans nos prochains journaux. Hors de la Côte d'Ivoire, au Gabon, le nouveau gouvernement a été rendu public la nuit dernière. Le nouveau Premier ministre Julien Nkogé Bekale a publié son équipe via une vidéo enregistrée depuis le Maroc. Le nouveau gouvernement est quasi identique au précédent. Il compte 38 membres, y compris le Premier ministre. Et les hommes d'Ali Bongo restent au poste stratégique, notamment les ministères de la Défense, l'Intérieur, le pétrole et le budget. Je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Voyons ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine avec Laurence Achot et Herman Diffie. Une tentative de coup d'État a échoué lundi dernier au Gabon. Des militaires qui avaient pris le contrôle de l'antenne sur la radio nationale gabonaise avaient annoncé la mise en place d'un conseil national de la restauration et avaient appelé au soulèvement populaire. À quelques heures plus tard, le calme était revenu et la situation était sous contrôle des forces gouvernementales. Le chef de file du mouvement de rébellion ainsi que 8 autres ont été arrêtés et 2 autres tués. C'est la deuxième tentative de coup d'État de cette ampleur enregistrée au Gabon depuis le putsch manqué du 17 février 1964. La Confédération africaine de football a décidé d'attribuer l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 à l'Égypte, en remplacement du Cameroun qui s'était vu retirer son statut de pays organisateur en raison de retard accumulé dans les travaux des infrastructures. L'Égypte, dont la candidature faisait face à celle de l'Afrique du Sud, aura la lourde charge d'organiser la compétition phare du continent du 15 juin au 13 juillet 2019. Il s'agira de sa 5e participation en tant que pays organisateur. Au lendemain de la validation de la victoire de Andry Rajoelina à la présidentielle malgache, Marc Ravalomanana a reconnu sa défaite et félicité son adversaire. Il a appelé à la réconciliation pour le développement du pays. Pour rappel, Marc Ravalomanana avait été contraint de démissionner en 2009 face à une vague de manifestations violentes fomentées par Andry Rajoelina. Andry Rajoelina avait ensuite été installé par l'armée à la tête d'une présidence de transition qu'il a quittée en 2014. La commission électorale congolaise a proclamé Félix Tshisekedi vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre dernier.
Il s'est imposé devant Martin Fayoulou avec 38,57% contre 34,83%. Le candidat du pouvoir, Emmanuel Ramazani Chadari, est arrivé en 3e position avec 23,84% pour un taux de participation de 47,56%. La Cour constitutionnelle a jusqu'au 15 janvier pour proclamer les résultats définitifs. 2 reporters birmans de Reuters accusés d'atteinte au secret d'État pour avoir enquêté sur un massacre de musulmans rohingyas par l'armée en Birmanie ont été condamnés vendredi dernier, de nouveau en appel, à 7 ans de prison. Cette affaire connaît un fort retentissement à travers le monde. Les organisations de défense de la liberté de la presse, les Nations Unies et de nombreux pays occidentaux, réclamant depuis des mois l'acquittement des journalistes, dénoncent une parodie de justice. L'ancien ministre du Logement de Barack Obama, Julian Castro, annonce officiellement qu'il est candidat dans la course à la Maison-Blanche sous étiquette démocrate. Petit-fils d'une immigrante mexicaine et ancien maire de la ville texane de San Antonio, Julian Castro se lance dans la course à la présidentielle de 2020. Les États-Unis entrent ce dimanche dans leur 23e jour de shutdown. Le budget fédéral est paralysé par le bras de fer entre Donald Trump et les démocrates qui refusent de financer le mur promis par le président américain à la frontière mexicaine. Budget gelé, cela signifie que 800 000 fonctionnaires risquent de ne pas être payés. L'impasse persiste et la seule voie de sortie reste à l'état d'urgence, un dispositif que Donald Trump a menacé d'employer si rien ne bouge. Fin de ce 20h supervisé par Alvor Assa. Merci à toute l'équipe de réalisation et l'équipe technique, surtout à vous de nous avoir suivis. À 23h, retrouvez Kolo Koulibaly pour le dernier journal. Demain 20h, retrouvez Fatou Fofana. À très bientôt.